Alors, bon, merci d'avoir bravé les intempéries, et surtout d'avoir bravé la flemme après les 15 jours de vacances. C'est le plus dur, c'est ça. Parce que souvent, c'est ça qui fait un peu disons, un trou, tous les épisodes de rentrée. Bien, alors, cet après-midi, donc, puisque tous les jeudis, je fais le même cours l'après-midi avec les adhérents de l'UTL et le soir avec vous, cet après-midi, peut-être parce que, je crois que j'avais évoqué cette question, peut-être parce que nous sommes dans une petite salle qui a tout ce qu'il faut pour rappeler une salle de classe, il y a un peu plus d'interactivité qu'ici. Je ne me plains pas qu'il y en ait moins ici, et je ne me plains pas qu'il y en ait plus là-bas. Simplement, c'est vrai qu'avec des questions, avec des demandes de précision, avec des suggestions, les auditeurs de cet après-midi m'ont entraîné dans certaines directions qui m'ont fait avancer un peu plus lentement que je ne le prévoyais dans le cheminement. Déjà, nous n'allons pas très vite, vous l'avez remarqué. Bon, on ne peut pas dire que les chapitres défilent à grande vitesse. Je vous dirais que moi, je ne me sens pas le droit d'aller plus vite. Je ne pourrais aller plus vite qu'en parlant plus vite, en répétant un peu moins, en donnant peut-être un peu moins d'exemples. Je ne me sentirais pas capable d'expliquer le texte de Spinoza en disant beaucoup moins, je veux dire en réduisant le contenu. Mais si vous trouvez que ça ne va pas tout à fait assez vite ou que ça pourrait accélérer un peu, surtout, n'hésitez pas à le dire. Et donc j'ajouterai, n'hésitez pas, si vous avez des questions même des suggestions de direction dans lesquelles telle ou telle question, tel ou tel concept, telle ou telle thèse spinoziste pourrait nous entraîner à en faire état, ma foi. Alors, nous avons laissé tout cela depuis maintenant 2 bonnes semaines, je vais faire un petit point, je vais revenir à l'essentiel de ce qui fait le sujet de ce chapitre que je vais relire tout de suite, je vais le relire une nouvelle fois, je pense que ce n'est pas superflu. Donc chapitre 2 de cet appendice à la 4e partie de l'éthique. Les désirs qui procèdent de notre nature, de façon qu'ils se puissent comprendre par elles seules, sont ceux qui se rapportent à l'esprit en tant qu'on le conçoit comme constitué d'idées adéquates. Quant aux autres désirs, ils ne se rapportent à l'esprit qu'en tant qu'il conçoit les choses inadéquatement. Leur force et leur accroissement doivent être définis par la puissance non de l'homme, mais des choses qui nous sont extérieures. C'est pourquoi les premiers sont appelés, les premiers de ces désirs, les premiers sont appelés action droite, les seconds passion. Les uns, en effet, sont toujours des marques de notre puissance, les autres, au contraire, de notre impuissance et d'une connaissance mutilée. Si j'ai relu ce chapitre, c'est en particulier pour nous remettre en mémoire le fait que l'objet du chapitre, c'est bien quelque chose de l'ordre de l'affectivité. Il est question des désirs. Ce chapitre porte sur la nature de nos désirs et plus spécialement propose une partition des désirs, une distinction entre 2 espèces au sein de ce genre que constituent les désirs, une distinction donc entre 2 sortes de désirs, alors que jusqu'à présent, il n'a presque été question que des idées. Et encore n'ai-je réfléchi sur la notion d'idée que, du moins principalement, je l'ai fait au point de vue de l'inadéquation. Je n'ai pas encore véritablement exposé ce que Spinoza entend par idées adéquates. Donc, je le répète, il ne faut pas perdre cela de vue. La distinction des idées n'a ici, dans l'explication de ce chapitre, de sens, de portée, qu'en tant que cette distinction va nous permettre ensuite de penser deux grands types, 2 grandes espèces de désirs. L'objet, donc, c'est notre vie affective. Vie affective dont l'éthique a entrepris l'examen, l'étude, à partir du commencement de la
troisième partie. Mais pour comprendre cette affectivité humaine, il faut revenir en deçà dans la troisième partie. Il faut revenir à ce qui faisait l'objet de la deuxième partie, la première étant consacrée à l'ontologie, ce qui faisait l'objet de la deuxième partie, à savoir la théorie de la connaissance, et nous sommes pour le moment là-dedans. Alors, j'avais, je crois, commencé, j'avais entrepris d'examiner la manière dont pourrait s'effectuer, dont doit s'effectuer, le cheminement qui conduira des idées inadéquates aux idées adéquates, c'est-à-dire, et c'était le troisième point de l'explication de ce chapitre 2, de l'imagination à la raison. C'est le parcours, c'est le trajet que nous sommes en train d'accomplir et dont bien sûr le texte de ce chapitre 2, dont le texte de ce chapitre 2, évidemment, ne contient que le programme et absolument pas le détail. Ce détail, c'est ce que j'entreprends de mettre en évidence dans ces explications. Alors, reprenons, c'est l'exemple que prend Spinoza, et je pense que nous le maîtrisons maintenant suffisamment pour qu'il puisse nous servir de base pour repartir de l'avant. L'exemple du soleil à 200 pas. Percevoir le soleil comme se trouvant à 200 pas au moment où on l'aperçoit dans la brume par un matin d'hiver, c'est évidemment former une idée fausse. L'idée fausse ici est la perception de ce soleil comme se trouvant à 200 pas. Je forme donc une idée fausse. Il s'agit de savoir en quoi consiste cette fausseté et comment nous pouvons ensuite, à partir de cette idée fausse, avancer, procéder, ce qui veut dire justement aller de l'avant, pour rencontrer, pour former une idée vraie de notre rapport spatial, d'abord, bien sûr, au Soleil dans cette perception. Alors, je reprends cette citation de Spinoza, je pense que j'avais déjà produite, qui se trouve dans le Scoli de la proposition 17 de la première partie, de la deuxième partie, pardon, deuxième partie, proposition 17, Scoli, dans l'éthique. Si l'esprit se trompe, ce n'est pas parce qu'il imagine, mais c'est seulement en tant qu'on le considère, cet esprit, manqué d'une idée qui exclut l'existence de ces choses qu'il imagine avoir en sa présence. Si l'esprit se trompe, ce n'est pas parce qu'il imagine, mais c'est seulement en tant que le considère manqué d'une idée qui exclut l'existence de ces choses qu'il imagine avoir en sa présence. L'inadéquation, c'est un manque, c'est un défaut, c'est un déficit. C'est un défaut, non pas seulement au sens où c'est une mauvaise manière de former des idées, c'est un défaut au sens où l'inadéquation des idées consiste dans ce qui leur manque, ce qui leur fait défaut, ce que j'ai appelé aussi un déficit. Alors, si l'esprit se trompe, ce n'est pas parce qu'il imagine, pour cette simple raison qu'il ne peut pas faire autrement qu'imaginer. Et imaginer ici, cela signifie, je ne fais, je crois, là, que rappeler ce qui a été dit, si je le fais, c'est parce que 15 jours ont passé, c'est peut-être bon de rafraîchir ses souvenirs. Imaginer ici, cela veut dire ceci. Alors, il y a le soleil, il y a ici, il y a moi, et moi, je forme une idée du soleil. On va faire ça sous le mode BD. Je forme une idée du soleil, et cette idée va être une espèce d'image, de copie, plus ou moins ressemblante, plus ou moins adéquate au sens traditionnel du terme, qui est ce sens dont Spinoza ne va pas se contenter. Plus ou moins, on va dire, conforme à la réalité du soleil. Par exemple, vous pouvez dire, l'idée que je me forme du soleil, ici, je peux savoir, moi maintenant qui connais un peu d'astronomie, qu'elle entretient un rapport quand même d'une certaine similitude avec le soleil vrai, dans la mesure où je vois le soleil, ma perception de ce soleil, eh bien, elle a le caractère d'être ronde, de même que le soleil, je le sais, l'astronomie me l'apprend, est rond. Et donc, ce que j'appelle ici, au sens originel et traditionnel du terme adéquation, c'est ce rapport de ressemblance, de conformité. Et
et surtout la manière dont je me représente mon idée du soleil, ma perception du soleil, la manière dont je me le représente est celle-ci, que quelque chose du soleil, eh bien, se communique dans ma pensée, à ma pensée, vient à ma pensée, se trouve dans ma pensée sous la forme d'une copie plus ou moins ressemblante. Et ensuite, évidemment, je forme le projet de comparer au soleil réel, le soleil qui est dans le ciel, le soleil qui est au centre du système solaire, eh bien, me vient l'idée de comparer ce soleil réel à l'idée que je me fais du soleil. Eh bien, dire que cette idée est fausse, ce n'est pas pour Spinoza dire, même si ça peut aussi être entendu en ce sens-là, on va le voir, et on l'a déjà vu d'ailleurs, ça n'est pas seulement dire, ben non, ça ne ressemble pas tellement au soleil, cette image que j'ai du soleil, cette idée que j'ai du soleil, cette perception du soleil, ça ne lui ressemble pas tellement, parce qu'à part le fait que c'est rond, et que ça brille, que ça émet de la lumière, eh bien, on peut dire, pour le reste, cette idée a tout faux, l'évaluation de la distance, c'est tout le problème ici dans l'exemple qui nous occupe, l'évaluation de la distance, aucune estimation de la température du soleil, etc. Bref. Qu'est-ce qui fait que j'imagine, et qu'est-ce qui fait que, au fond, ce n'est pas parce que j'imagine que je me trompe, c'est que ce qui se produit, je le rappelle, et ici je ne fais que répéter ce que j'ai déjà dit, si vous trouvez que c'est superflu, hein, vous pouvez commencer à protester en disant « bon, ça va, on a compris hein. ». Mais ce qui fait que j'imagine, c'est que cette image du soleil, dans mon esprit, n'est pas une espèce de projection du soleil dans ma tête. Ce qui fait que j'imagine, c'est que cette image du soleil, elle est, au fond, ce qui correspond à, ce qui se trouve, ce qui est d'une certaine façon équivalent à la trace que produit dans mon corps, à l'effet que produit dans mon corps, la rencontre de ce corps avec l'ensemble des corps qui m'entourent et dont le soleil fait partie. Mon esprit, non seulement, alors, on peut dire d'une certaine façon, mon esprit est attaché à un corps, mais Spinoza dit beaucoup plus que ça. Il dit, mon esprit, l'esprit et le corps sont une seule et même chose. Nous l'avons vu, attribut étendu, le corps, attribut pensé, l'esprit. Mon esprit et mon corps sont deux versants, deux aspects d'une seule et même réalité qui est moi, qui est ce que je suis. Eh bien, cette image du soleil qui se trouve dans mon esprit, elle est l'équivalent, elle est en correspondance totale, parfaite, avec l'effet que produit dans mon corps, la rencontre de mon corps avec tout ce qui l'environne, et avec, évidemment, puisque dans cet environnement, même si c'est très loin, il y a le soleil, l'effet dans mon corps de tout le contexte corporel, de tout le contexte matériel, physique, mais au sens, alors non pas au sens étymologique de naturel, mais au sens physique de corporel et de naturel, de tout ce qui m'entoure et de tout ce que je suis. C'est-à-dire que quand je suis en présence du soleil, il est très loin, mais je suis en présence du soleil. Et il est là, il est loin, mais il est là. Je suis en présence du soleil, entre le soleil et moi, il y a du brouillard. Ce brouillard, il a une certaine composition physique, c'est de l'eau, bien sûr, sous forme de très fines gouttelettes. Eh bien, ce soleil, il émet de la lumière. Cette lumière, elle vient frapper mon œil. Mon œil est conformé d'une certaine manière. Et cet œil est relié à un cerveau par un nerf optique, à un cerveau qui est lui-même conformé d'une certaine manière, qui est fait d'une certaine manière. Eh bien, la conjonction de tous ces facteurs fait que s'imprime dans mon corps une trace qui est ce qu'on peut appeler une modification de mon corps, une modification ou encore, et rappelez-vous que c'est le terme que Spinoza utilise, une affection. Mon corps est affecté, c'est-à-dire modifié. Eh bien, mon corps est affecté, non pas directement même par l'objet soleil, mais il est affecté par tout un système de processus régis par des lois naturelles. Il est affecté par tout un système de processus qui viennent, si vous voulez, converger vers cette modification, cette affection de mon corps, dont la résultante, des processus dont la résultante va être une certaine manière pour mon corps d'être affecté. Eh bien, l'image que j'ai du soleil, l'image que je forme de ma perception du soleil, elle est l'équivalent mental de ce que cette modification est dans l'ordre physique ou corporel. C'est ça que veut dire imaginer. Et
si ce n'est pas en tant que j'imagine que je me trompe, si ce n'est pas en tant que j'imagine que je suis dans le faux, que mon idée est fausse, c'est parce que les choses ne peuvent pas ne pas se passer comme ça. Elles ne peuvent pas se passer autrement. Et si l'erreur consistait dans le fait que mon esprit fonctionne sur ce mode de l'imagination, eh bien, je ne pourrai jamais sortir de l'erreur. Alors, voilà où nous en sommes, et voilà ce que signifie donc imaginer. Et nous savons déjà un peu ce que cela signifie, que cette imagination est un régime de fonctionnement de l'esprit en tant qu'il est constitué d'idées inadéquates. Qu'est-ce qui fait que l'idée que j'ai du soleil est inadéquate? Elle est inadéquate en ce qu'elle manque de quelque chose. C'est ce que dit Spinoza. Si l'esprit se trompe, ce n'est pas parce qu'il imagine, mais c'est seulement en tant qu'on le considère manquer d'une idée qui exclut l'existence de ces choses qu'il imagine avoir en sa présence. L'esprit manque d'une idée, il manque d'une idée qui exclut l'existence de ces choses qu'il imagine avoir en sa présence. En fait, l'esprit manque de plus d'une idée. Si on voulait schématiser, on pourrait dire qu'il manque d'au moins deux idées, mais en fait, ces deux idées sont une multitude d'idées elles-mêmes. Premièrement, il manque de l'idée consistant dans la connaissance de la distance réelle du Soleil. C'est-à-dire que si je forme une représentation, une idée du Soleil qui me fait véritablement croire que le Soleil est à 200 pas, ce qui est le cas de l'enfant, l'enfant face à ce spectacle croit, lui, je veux dire, à la lettre, on pourrait presque dire, à la lettre de sa perception, que le Soleil est près. Comme il le croit, par exemple, quand il voit l'arc-en-ciel, et qu'il croit pouvoir, il demande à sa mère ou à son père de marcher jusqu'à l'arc-en-ciel pour aller le toucher. Donc ce qui lui manque, c'est une distance réelle, une connaissance, une idée de la distance réelle. Et deuxièmement, ce qui lui manque, et on va voir que tout ça, ça fait plus qu'une idée, ce qui lui manque, c'est une connaissance de l'opération, du mécanisme, on pourrait dire, de l'opération qui préside à cette perception et dont je viens, assez grossièrement, de montrer quelques aspects. Donc, la connaissance de l'opération perceptive. Donc, dans les deux cas, il s'agit d'une connaissance. Ce qui manque à l'esprit, c'est une connaissance. C'est une idée, donc, ou plutôt un ensemble d'idées qui contiendrait la distance réelle du Soleil, mais on pourrait ajouter aussi sa taille réelle, on pourrait ajouter aussi sa luminosité réelle, sa température réelle. Ça, par exemple, l'enfant ne l'a pas, il n'a pas été instruit d'astronomie. Et deuxièmement, ce qui lui manque, c'est la connaissance de l'ensemble des processus qui gouvernent l'apparition de cette perception. Tout ça, il ne l'a pas. Et c'est en cela que son esprit manque de quelque chose. Ces idées que sont la connaissance de la distance réelle, la connaissance des mécanismes de la perception, ces idées, elles font partie du monde mental. Elles ne font pas partie du monde mental de l'enfant, mais elles font partie, par exemple, du monde mental de l'adulte et de l'adulte un tant soit peu instruit d'astronomie. Ces idées font partie du monde mental et elles possèdent un conatus, une tendance à persévérer dans l'être, une tendance à s'imposer, une tendance à se manifester, une tendance à prendre la place qui correspond à leur puissance dans l'esprit. Et ces idées, le conatus de ces idées est en conflit avec le conatus de cette perception qui est réelle aussi. Le conatus de cette perception est réel, c'est une réalité positive en ceci que cette perception, eh bien, elle répond à tout un réseau de causes dont elle est l'effet terminal, dont elle est l'effet au titre de résultante, et donc elle est, cette perception fausse, toute fausse qu'elle est, elle est chargée, je dirais, de la puissance conative, de la puissance de s'imposer, qui résulte de tous les mécanismes qui se sont agencés, on pourrait presque dire, de tous les mécanismes
qui se sont, au fond, presque rendus complices, au sens figuré bien sûr, de la production de cette perception. Eh bien, dans la mesure où cette perception, cette idée que représente cette perception n'est pas mise en présence d'idées de nature à l'exclure, de nature à la repousser, de nature à la contrarier, eh bien, elle s'impose et elle prend dans la place, dans l'esprit, la place qu'on lui laisse, la place qui lui reste, et il lui reste une grande place puisqu'il n'y a rien pour se mettre à sa place. Donc, voilà, elle s'installe dans l'esprit, elle y est, et c'est en cela que consiste donc la fausseté de la pensée, de cette pensée qui nous représente le soleil à 200 pas. Ce qui veut dire que, voici ce que dit Spinoza. Alors cette fois-ci, au paragraphe 84 du traité de la réforme de l'entendement. Paragraphe 84, traité de la réforme de l'entendement. Tous ces textes, bien sûr, comme d'habitude, se trouveront le plus tôt possible sur le blog. Spinoza nous dit que l'esprit, dans une situation comme celle que nous venons de décrire à nouveau, n'a affaire qu'à, je le cite, des sensations fortuites. Des sensations fortuites, c'est-à-dire des sensations qui sont fortuites en ceci. Alors, elles ne sont pas fortuites en un sens. Ce n'est pas du tout par hasard que je vois le soleil comme je le vois, puisqu'au contraire, je ne peux le voir que comme je le vois, en vertu des lois de l'astronomie, de la physique, de l'optique, de la physiologie cérébrale, par exemple. Donc, les sensations sont fortuites, pas du tout au sens où elles se produiraient comme ça, sans raison. Elles sont fortuites au sens où les sensations qui se produisent sur ce mode-là n'ont aucun rapport de nécessité avec la nature même de l'objet qu'elles me représentent. Elles n'ont aucun rapport, les idées que je me fais de l'objet dans ce genre de situation, avec la réalité objective de la chose dont elles sont l'idée. Et donc, nous dit Spinoza, l'esprit n'a affaire qu'à des sensations fortuites, il continue, qui ne naissent pas de la puissance même de l'esprit, mais des mouvements variés du corps, par quoi, des mouvements par lesquels du corps, par quoi l'âme pâtit. L'âme pâtit. Ça, c'est le paragraphe 84 du traité de la réforme de l'entendement. L'esprit n'a affaire, la citation commence ici, qu'à des sensations fortuites, qui ne naissent pas de la puissance même de l'esprit, mais des mouvements variés du corps, par quoi l'âme pâtit. Alors la puissance même de l'esprit, ça on verra plus tard ce dont il s'agit. Mais c'est-à-dire que nous n'en sommes pas encore à la connaissance de la manière active de l'idée de former des idées. Mais nous savons que l'idée est formée passivement lorsque elle se trouve n'être dans l'esprit que l'équivalent d'une affection, au fond, qui a été formée en moi au petit bonheur, la chance. Voilà. Si je m'étais trouvé, par exemple, non pas à tel niveau du sol, mais si je m'étais trouvé au sommet d'un bâtiment, je ne l'aurais pas vu, parce que, par exemple, j'étais au-dessus de la couche de brume, je n'aurais pas vu le soleil de la même façon. Et donc, ces perceptions se sont formées au petit bonheur, la chance, au gré des déplacements du corps. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que les déplacements de mon corps dans le monde, ne sont absolument pas ordonnés, articulés, ils ne sont pas combinés en vue de produire de la connaissance. Ils sont combinés et ordonnés en vue de la poursuite de mes fins, de mes objectifs, de mes buts, de mes désirs. Par exemple, j'avais envie de contempler Paris de haut, je suis monté au sommet de la Tour Eiffel ou de l'Arc de Triomphe, et bien ça veut dire que le soleil me sera apparu différemment de la manière dont il apparaît à celui qui est resté, par exemple, au bord de la Seine parce qu'il a envie de voir les bateaux. Et là, c'est-à-dire que les mouvements de mon corps n'ont aucun rapport nécessaire, sauf si, bien sûr, je les dirige en fonction de cet objectif. Mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Les mouvements de mon corps n'ont aucun rapport nécessaire avec l'idéal de connaissance, avec la norme du vrai. Et donc, les représentations que je forme sont tout entières sous, si vous voulez, sous la juridiction de ces mouvements fortuits de mon corps, mouvements par lesquels mon corps est affecté, et affecté sur le mode passif. Les mouvements variés du corps, par quoi, par lesquels l'âme pâtit. Et donc,
Alors Spinoza, là, cette fois-ci, c'est dans la 35e, le scoli de la 35e proposition de la deuxième partie de l'éthique. Donc, pas éthique, deuxième partie, proposition 35, scoli. Si nous imaginons le Soleil si proche, ce n'est pas parce que nous ignorons sa vraie distance, mais parce que une affection de notre corps enveloppe l'essence du Soleil en tant que le corps lui-même est affecté par lui. Si nous imaginons le Soleil si proche, c'est-à-dire si nous le percevons, parce qu'ici, imaginer, c'est une certaine manière de percevoir. Si nous imaginons le Soleil si proche, ce n'est pas parce que nous ignorons sa vraie distance, mais parce qu'une affection de notre corps enveloppe l'essence du Soleil en tant que le corps lui-même est affecté par lui. Il faut expliquer un peu cette citation parce que Spinoza écrit « Si nous imaginons le Soleil si proche, ce n'est pas parce que nous ignorons sa vraie distance. » On aurait envie d'objecter à Spinoza, ben si nous le percevons si proche, c'est parce que nous ignorons sa vraie distance. Si nous la connaissions, nous ne formerions pas cette perception du Soleil comme si proche. À quoi il faut répondre deux choses. Même l'astronome, même l'honnête homme, l'honnête femme, parfaitement instruit d'astronomie, continuera de toute façon, quelque solide soit sa connaissance de la distance réelle du Soleil, 150 millions de kilomètres, il continuera à le voir comme ça, premièrement. Et deuxièmement, si ça ne peut pas être notre ignorance de la vraie distance du Soleil qui fait que nous le percevons près, c'est tout simplement pour cette raison qu'une ignorance, c'est un manque, c'est un vide, c'est du négatif, ça ne peut rien faire. Ne pas avoir quelque chose ne peut pas déterminer un effet. Un manque, c'est du, si vous voulez, c'est du rien. Et donc, pour que nous percevions le Soleil de cette manière, il ne suffit pas que nous manquions de la connaissance de sa vraie distance, il faut non seulement que nous ignorions la vraie distance, mais il faut qu'une affection de notre corps enveloppe. Alors, enveloppe, ici c'est un verbe latin, c'est involvere. Et ça veut dire enveloppe au sens... Envelopper, ça veut dire comprendre. Renfermer quelque chose qu'on va pouvoir découvrir si on le développe. L'inverse du mouvement d'enveloppement, c'est le développement. Vous allez dire par exemple que l'idée de triangle enveloppe l'affirmation de trois côtés. Là, si vous voulez, pour dire les choses en termes mathématiques un peu plus précis, l'idée, le concept de triangularité enveloppe celui de trilatéralité. Parce que si une figure rectiligne a trois angles, elle aura nécessairement trois côtés. Et c'est ça que veut dire enveloppe. On traduit quelquefois, enveloppe c'est la traduction littérale. Mais c'est vrai que enveloppe, ça n'est pas une manière très naturelle et très familière de parler pour des idées. On dit rarement qu'une idée enveloppe une autre idée. Alors on traduit quelquefois par implique ce qui convient, ce qui peut convenir, ce qui a au moins l'avantage, je dirais, d'être de plein pied avec notre manière de parler, avec notre manière ordinaire de parler. L'idée de triangle implique la trilatéralité, trois côtés. Oui, mais impliqué en français, ça a deux significations. Impliqué, ça a deux significations. Ça a précisément la signification d'envelopper. Par exemple, il est au volant de la voiture. Ça implique qu'il a 18 ans, au moins. Ça implique qu'il est majeur. Ça implique qu'il est majeur, c'est-à-dire que le fait qu'il soit au volant d'une voiture contient implicitement, si vous voulez, ce fait qu'il est majeur. Ça, c'est une certaine signification de l'implication qui correspond au sens du mot enveloppé. Mais si vous dites, par exemple, être malade, ça implique d'appeler le médecin, vous allez dire que ça implique, ça signifie au sens ici où ça doit avoir cette conséquence qu'on appelle le médecin. Mais le fait d'appeler le médecin n'est pas enveloppé dans le fait d'être malade. C'est-à-dire qu'on peut très bien être malade et ne pas vouloir du médecin, ne pas appeler le médecin parce qu'on n'a pas les sous pour le payer, parce que pour avoir un rendez-vous chez le médecin dans les Hautes-Pyrénées, il faut 3 mois et demi, parce que, etc., etc. Et donc vous pouvez dire, j'appelle pas le médecin, et en effet, être malade n'enveloppe pas le fait d'appeler le médecin. Ça l'implique, si vous voulez, en un certain sens, mais ça n'implique pas au sens de involvere.
C'est pour ça d'ailleurs qu'en général, les traducteurs de Spinoza, qui partent du principe que celui qui lit l'éthique en traduction française, même en traduction française, c'est quand même quelqu'un qui est, je veux dire, un peu averti et disposé à faire l'effort de comprendre un terme qui va lui paraître un tout petit peu curieux, un tout petit peu exotique, souvent ils choisissent de le conserver, enveloppé, et d'éviter, impliqué pour éviter cet équivoque, cette ambiguïté sur le terme. Donc, si nous imaginons le Soleil si proche, si nous percevons le Soleil de cette façon, ce n'est pas parce que nous ignorons sa vraie distance, ignorance qui ne pourrait rien produire puisqu'elle est du pur négatif, mais parce qu'une affection de notre corps contient l'essence du Soleil, mais pas l'essence du Soleil elle-même. Ça, c'est l'illusion que nous avons. Nous croyons que la perception du Soleil, elle retient quelque chose de la nature du Soleil. Mais non, elle enveloppe cette perception, cette imagination, enveloppe l'essence du Soleil en tant que le corps lui-même est affecté par lui. En tant que le corps lui-même est affecté par lui. Mon corps percevant. C'est-à-dire que tout passe par le corps. Mon corps est, si vous voulez, le point d'application de la résultante de tous les mouvements des corps qui sont situés depuis le Soleil jusqu'à l'intérieur de mon cerveau, et mon imagination, c'est-à-dire ma perception du Soleil, eh bien, elle est l'équivalent de ça. Elle est l'équivalent dans la tribu pensée de cette affection du corps dans la tribu étendue. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que la fausseté d'une idée, ce n'est que la séparation de cette idée des idées qui seraient de nature, si elles se trouvaient dans l'esprit, si elles entraient dans la constitution de l'esprit. Rappelez-vous l'expression de Spinoza, l'esprit entend qu'il est constitué d'idées adéquates ou inadéquates. Car encore une fois, il faut se souvenir que les idées sont ceux dont l'esprit est constitué. Ce n'est pas ce que l'esprit fabrique, produit, fait. C'est ce dont l'esprit est constitué. Eh bien, s'il y avait dans l'esprit des idées possédant la capacité, par leur conatus propre, d'affaiblir, auquel cas le sujet douterait que le Soleil soit vraiment à 200 pas, voire d'éjecter, d'éliminer l'idée du Soleil à 200 pas, eh bien, là, je ne me tromperai pas. Et c'est ça que veut dire inadéquat, la séparation d'une idée, d'une part de l'idée vraie dont elle est, si vous voulez, la déformation ou la négation, et surtout la séparation de cette idée inadéquate d'avec les conditions de sa formation dans l'esprit. Là, il faut comprendre quelque chose qui aura une importance tout à fait cruciale, et d'ailleurs, dont vous apercevez peut-être déjà l'importance, si vous êtes aussi attentif, aussi réveillé et aussi futé que ceux de cet après-midi, parce que j'ai été immédiatement interpellé là-dessus, qui m'ont dit, mais alors, quand vous nous dites, je l'avais dit la dernière fois, je crois, et je vais le répéter, quand vous dites que l'esprit, au fond, est un champ de force, ces forces sont des idées qui sont pourvues chacune d'un conatus. Si mon esprit est un champ de force, un champ dans lequel s'affrontent des idées dont chacune est pourvue d'une puissance particulière, et alors au fond, mais je suis où moi? Et qu'est-ce que je fais là-dedans? Qu'est-ce que je fais? Enfin, ce que j'appelle mon esprit, c'est en général quand même ce qui va justement trancher, choisir, délibérer, puis repousser ou élire ou retenir certaines idées contre d'autres. Ce que je me représente comme l'esprit, c'est finalement c'est ce qui fait un choix. Et alors, quelqu'un m'a demandé cet après-midi, il m'a dit, mais ça me fait penser à Milou dans Tintin. Alors, j'explique. Vous vous souvenez de cet épisode de Tintin au Tibet? Milou est chargé d'un message urgentissime, d'importance cruciale, de portée absolument décisive. Il doit porter un message au monastère des lamas.
et il tombe sur un os. Mais pas au sens figuré, il tombe sur un os au sens propre. C'est-à-dire qu'il y a un os là. Alors, voilà, il est l'objet de la tentation. Il y a le devoir, aller porter le message, et par conséquent, faire comme s'il n'avait pas vu l'os et continuer sa route. Il y a la tentation qui est de s'emparer de l'os, d'oublier le message et de grignoter l'os sur place. Bon. Alors, si vous vous souvenez bien, si vous avez une culture tintinophile, non, vous avez tort. Hein. Moi j'ai toujours dit à mes élèves en Cagne, si vous ne connaissez pas Tintin de A jusqu'à Z, vous n'aurez jamais le concours. Hein. Bon, ouais, vous allez me dire, c'est pas votre truc. C'est pas grave, si c'est tout ce qui me menace, c'est pas le pire. Bon, et alors, vous vous souvenez peut-être de l'image. L'image, c'est Tintin, c'est Milou. Alors, dans son monde mental, se battent un ange et un diable, un ange et un démon. Voilà, le démon, il est rouge avec un trident, l'ange, il est tout bleu, évidemment, avec des ailes, et l'ange lui dit le devoir, et le démon lui dit l'os. Bon. Et alors, une auditrice cet après-midi m'a dit, au fond, ça me rappelle ça, ce combat, Et là, j'ai dit non. J'ai dit non, pourquoi? Parce que, pour cette raison que ce Milou n'est pas en situation spinoziste, il est en situation cartésienne. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que, au fond, qu'est-ce que nous dit ici Hergé en nous présentant les choses sous cette forme? Il nous dit quelque chose, au fond, qu'il ne pouvait presque que nous dire, puisque c'est ce qui est cohérent avec notre façon presque universelle de nous représenter les choses à nous-mêmes, de nous représenter nous-mêmes à nous-mêmes. Il nous parle le langage de Descartes, qui est le langage dans lequel nous comprenons, nous, notre rapport à nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au fond, Milou, il est devant la tentation et il est devant le devoir. Voilà, il a le devoir, il a la tentation. Il est en présence de la tentation du devoir, et qu'est-ce qu'il a à faire, lui? Eh bien, il a à arbitrer entre les deux. Il a à choisir, par la force de sa volonté, ce qu'il doit choisir, le devoir, ça c'est un pléonasme, c'est dans l'énoncé même de la formule. Il doit choisir le devoir. Il est tenté de se détourner du devoir pour un plaisir sensible, la dégustation de l'os. Eh bien, dans quelle situation est-il, ce Milou? Il est dans une situation de sujet souverain, en présence de deux représentations qui sont le devoir et le plaisir, si vous voulez, et il est en situation d'avoir, lui, à se déterminer entre les deux. D'avoir, lui, à choisir, comme sujet libre, comme volonté libre. Or, la situation je ne dis pas du sujet, parce que ce n'est peut-être justement plus du tout un sujet, mais la situation d'un chien spinoziste, ou d'un chien, si vous voulez, je ne parle pas qui aurait une philosophie spinoziste, parce qu'évidemment, je ne pense pas que Milou ait une connaissance très approfondie de la philosophie morale de Descartes, mais un chien en situation spinoziste serait un chien dont l'esprit serait simplement envahi par différentes forces, et différentes forces exerçant chacune sa puissance propre, et dont on ne pourrait dire au fond que ceci, que la plus forte gagne. Parce que dans un combat de force, la force qui gagne, c'est la plus forte. Tout ça aussi, c'est presque une tautologie que de dire dans un combat de force, c'est une tautologie que c'est la plus forte qui gagne. Et ce n'est pas la situation dans laquelle se trouve Milou. Milou se trouve dans une situation cartésienne, d'un sujet libre, qui a à assumer la responsabilité qui lui incombe du fait qu'il est doué d'une volonté capable d'arbitrer. Et c'est ce qu'on appelle un libre arbitre. Le libre arbitre, c'est une volonté qui est située au-dessus à la fois des désirs, des mobiles, des motifs, des raisons, et de tout ce qui peut entrer dans la délibération et la prise de décision. Eh bien, le libre arbitre, c'est cette volonté souveraine. Milou est en situation cornélienne. Milou est très comparable, même s'il en raconte moins, mais il est très comparable. Sa situation est celle du Cid. Je dois à ma maîtresse aussi bien qu'à mon père. Bon. Milou lui sait très bien qu'il doit beaucoup plus à Tintin et à la charge dont il a été, qu'on lui a imposé, qu'à l'os, c'est sûr. Mais d'ailleurs, en fait, pour le Cid, nous savons très bien ce qu'il en est. Quand
quand Rodrigue dit « je dois à ma... voilà, à ma maîtresse, merci. Je dois à ma maîtresse aussi bien qu'à mon père. » On sait bien que c'est pas ce qu'il pense. Il sait très bien qu'il doit plus à son père qu'à sa maîtresse. Alors pourquoi est-ce qu'il dit quelque chose dont il sait que c'est faux? On pourrait dire, c'est parce qu'il cultive encore un tout petit peu l'espoir qu'il aurait autant de devoirs vis-à-vis de Chimène que vis-à-vis de son père, et que ça pourrait peut-être le sauver de cette issue épouvantable qu'il se représente comme d'avoir à se battre avec le père de Chimène. En fait, Sartre vous expliquera, ça c'est très intéressant, il y a un passage chez Sartre où il explique que, en fait, c'est pas du tout ça. La décision est déjà prise. La décision, dit Sartre, est déjà prise. Simplement, il importait à Rodrigue, alors pour d'autres raisons, pour lesquelles je ne vais pas entrer, que la décision soit prise sous la forme de la délibération. Voilà. En fait, les jeux sont faits, déjà. Les jeux sont faits. Bon, mais il fallait, pour des raisons autres, là, que Rodrigue prise cette décision sous la forme d'une délibération. Si vous voulez avoir un exemple de ce que peut signifier une décision déjà prise au moment où commence la délibération sur la décision qu'on doit prendre, vous lisez ce chapitre extraordinaire des Misérables intitulé « L'affaire Champmathieu ». L'affaire Champmathieu, dans lequel on voit Jean Valjean délibérer toute une nuit épouvantable de conflits intérieurs pour décider d'une conduite à tenir dont le choix a été fait avant même que la délibération ne commence. Et je ferme cette parenthèse. Bon, vous savez, si vous n'aviez pas lu ce magnifique chapitre, vous commencez Les Misérables au début, et vous allez jusqu'au chapitre, et si vous arrivez à vous arrêter là et à ne pas aller plus loin, vous êtes très fort, parce que... Bon, mais ça, je laisse ça de côté. Cette histoire d'un libre arbitre souverain qui pourrait, comme ça, se trouver face à ses contenus de pensée, ça, c'est l'idée anti-spinoziste au possible. Mon esprit n'est jamais devant ces contenus de pensée comme un spectacle qui lui serait donné et auquel il pourrait assister pour finalement trancher et donner le bénéfice ou la victoire à un camp contre un autre. Il n'y a que les camps, il n'y a que les forces, il n'y a pas d'arbitre. Il n'y a pas d'arbitre. Évidemment, ça, si vous y réfléchissez un tout petit peu, vous allez vous apercevoir que ça ouvre des abîmes assez effrayants. Assez effrayants. Parce que, bon, dans certaines circonstances, tant qu'il ne s'agit que de décider si on va croire que le soleil est à 200 pas ou pas, bon, ça ne tire pas à des conséquences extraordinaires. Mais après, dans d'autres circonstances, s'il n'y a plus personne pour arbitrer, s'il n'y a pas de libre arbitre, et si, au fond, la décision qui va sortir, j'allais dire du chapeau, oui, si la décision qui va sortir n'est que la résultante des forces qui se trouvent en présence dans mon esprit, je répète, ça ouvre des perspectives peut-être assez terrifiantes, finalement, sur le plan moral. Nous entrerons dans ces questions nettement plus tard. Voilà, alors, nous savons donc maintenant, disons, ce que sont les idées inadéquates, ce qu'est l'imagination, et nous commençons à apercevoir quel type de cheminement pourrait nous permettre de sortir du régime mental de l'imagination pour aller vers ce que Spinoza appelle le régime de la raison et qui consiste en la domination, on le verra, des idées adéquates. Maintenant, je voudrais quand même insister sur un point, enfin plutôt prendre le temps d'examiner ce que veut dire, ce que signifie un adjectif qu'utilise Spinoza et sur lequel il faut ne pas faire de contresens, ce que signifie le qualificatif d'intrinsèque. Quand Spinoza nous dit que l'idée d'adéquation se comprend comme une certaine manière de produire une détermination intrinsèque de l'idée. Donc ce que signifie l'adjectif intrinsèque dans l'expression détermination ou dénomination, dit Spinoza, intrinsèque de l'idée, par opposition, bien sûr, à extrinsèque. Et on va aussi préciser le sens
de ce terme. Alors, il faut bien s'entendre sur ce terme. Une erreur consisterait à penser, lorsque Spinoza nous dit la vraie idée de la vérité ne se comprend que comme détermination intrinsèque de l'idée et jamais comme détermination extrinsèque, c'est-à-dire jamais comme une certaine manière de déterminer la valeur de l'idée par comparaison de l'idée avec quelque chose d'extérieur. Possibilité à laquelle nous avons déjà réglé son compte. Détermination extrinsèque de l'idée, ça veut dire que je me réfère aux critères de la ressemblance, de la conformité de l'idée à ce dont elle est l'idée, à son idéat, à son objet, et je me réfère à cette conformité en cultivant l'idéal chimérique d'une comparaison de l'idée avec ce dont elle est l'idée. Mais on ne compare pas, dit Spinoza, l'idée du soleil, tel qu'il est perçu, par exemple, à travers la brume, ou à son couchant, ou à son apogée. On ne compare pas l'idée du soleil au soleil réel, parce qu'on ne sort pas, l'esprit ne peut pas sortir de l'esprit, et donc il ne peut pas sortir des idées. Alors, il n'y a de salut, si vous voulez, que dans une façon de concevoir la vérité d'une idée comme une détermination intrinsèque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou plutôt d'abord, pour commencer, qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Ce que ça ne veut pas dire, c'est qu'on pourrait juger de la vérité ou de la fausseté d'une idée, et c'est ce que veut dire l'adjectif intrinsèque pour nous, de manière la plus banale, ça veut dire en ne considérant que l'idée toute seule, l'idée isolée, l'idée séparée, l'idée indépendamment de quoi que ce soit d'autre, et en particulier indépendamment de n'importe quelle autre idée. C'est pas ça que veut dire détermination intrinsèque de l'idée, parce que alors ça veut dire ça dans certains cas. Dans certains cas, il est possible de valider, de corroborer, de vérifier, d'établir la vérité d'une idée sur un mode purement interne, à partir des seules propriétés de l'idée prise isolément, prise séparément, sans référence à quoi que ce soit d'autre, ni chose corporelle, ni autre idée. Prenons un exemple, et cet exemple, c'est Spinoza qui va nous le donner. Cet exemple se trouve dans une lettre de Spinoza à un correspondant qui s'appelle Simon de Vries. Cette lettre, c'est la lettre numéro 9. Les lettres de Spinoza sont numérotées. Elles sont numérotées. Vous trouverez facilement la correspondance de Spinoza dans des éditions tout à fait accessibles, en particulier. Récemment, les éditions Gallet et Flammarion, dans Grand Poche, ont republié et entièrement traduit toute la correspondance de Spinoza avec une excellente introduction, des notes très très consistantes, tout ça pour un prix vraiment très modéré. Donc les lettres sont numérotées. Alors la lecture de la correspondance de Spinoza, je dirais, est d'un intérêt inégal, du moins pour quelqu'un qui n'est pas professionnel. Il y a des lettres qui sont très techniques, il y a des lettres qui renvoient à des questions de physique, de chimie. Si on ne maîtrise pas bien, et d'ailleurs c'est mon cas, je ne maîtrise pas très bien les concepts et les théories de la physique et de la chimie, enfin de la physique oui ça va, mais de la chimie non, de l'époque de Spinoza, on a du mal à suivre quelquefois. Alors il y a des lettres plus scientifiques, des lettres plus philosophiques, des lettres plus théologiques, plus religieuses, certaines lettres sont très polémiques, d'autres le sont un peu, certaines sont de nature politique, enfin ça aborde tous les objets possibles et imaginables. Donc vous pouvez parcourir la correspondance de Spinoza en sachant que certaines lettres vous éclaireront beaucoup sur la pensée de Spinoza, d'autres moins peut-être faute d'une connaissance suffisante de certains éléments contextuels. Alors dans la lettre 9 à Simon de Vries, vous avez des lettres, alors les bonnes éditions de la correspondance, évidemment, comportent les lettres de Spinoza, mais aussi les lettres dont les lettres de Spinoza constituent des réponses, et comportent aussi les réponses des correspondants aux réponses de Spinoza. Les éditions sérieuses nous présentent toutes les lettres en tant qu'elles se complètent. Vous avez certaines séries de lettres qui portent sur un thème qui permet de lire l'échange entre le correspondant en question et Spinoza, comme le traitement dialectique, c'est-à-dire discuter,
d'un problème. Par exemple, on a édité quelquefois, même séparément, les lettres de Spinoza, l'échange de lettres entre Spinoza et Hugo Boxel, échange très intéressant qui porte sur la question des spectres. Peut-on croire à l'existence des fantômes? Voilà. Faut-il croire à l'existence des fantômes? Eh bien, Spinoza dialogue avec Hugo Boxel sur cette question. Alors, dans la lettre 9 à Simon de Vries, on lit ceci. Si quelqu'un me demande la description du temple de Salomon, évidemment, le temple de Salomon, à l'époque où Spinoza écrit, il n'existe pas plus qu'aujourd'hui. Si quelqu'un me demande la description du temple de Salomon, je suis tenu de lui donner une description fidèle. Ou bien, ma réponse n'est pas sérieuse. Ça, c'est la dénomination extrinsèque. C'est la façon extrinsèque de déterminer la vérité de l'idée que je présente du temple de Salomon. Ça veut dire que mon idée du temple de Salomon, celle que je présenterai, ma description du temple de Salomon, sera ou ne sera pas une description fidèle, je dirais, relativement à ce que nous apprennent les données les textuelles de l'époque, les témoignages, ou éventuellement des documents archéologiques, s'il y en a. Et il est évident que si je dis que le temple de Salomon, c'est un bâtiment métallique, construit en fer pudelé, reposant sur 4 pieds, comportant 3 étages, devenant de plus en plus fin vers le sommet et comportant une antenne au sommet, non, ça c'est pas le temple de Salomon, ça ressemble à quelque chose que je connais un peu, et c'est certainement pas comme ça qu'était le temple de Salomon. Donc, ça c'est la détermination extrinsèque de l'idée. Et vous remarquerez que Spinoza valide cette définition de la vérité. Si quelqu'un me demande la description du temple de Salomon, je suis tenu de lui donner une description fidèle, et fidèle ici veut dire conforme, adéquate au sens le plus traditionnel du terme, ou bien la réponse n'est pas sérieuse. Mais supposez que j'ai tracé dans ma pensée le plan d'un temple que je veux construire, et que je calcule d'après ce plan qu'il me faudra tel emplacement, telle surface au sol, tel millier de pierres de taille, en un mot, telle quantité de matériaux. Sera-t-on fondé raisonnablement à me dire que ma conclusion est fausse parce qu'elle est fondée sur une fausse définition? Ou bien à me demander la preuve de ma définition? Évidemment non. La vérité, je dirais, architecturale d'un projet de bâtiment, par exemple un temple, cette vérité peut se juger de façon purement intrinsèque, je dirais intrinsèque au sens fort, qui n'est pas le sens qui intéresse Spinoza. Intrinsèque au sens fort, au sens où je n'ai besoin que des plans de l'architecte et de la présentation qu'il me fait des matériaux qui lui sont nécessaires pour dire, voilà, oui, ton plan il est bon, ton plan il n'est pas bon. Si par exemple il me dit qu'il va construire une tour qui a cette forme-là, voilà, une tour qui a cette forme-là, qui fait 400 mètres de haut, et qui comprendra ici peut-être des habitations, mais aussi par exemple des usines avec des machines, et qu'il compte faire ça avec un pied en bois de 10 mètres d'épaisseur, et quelqu'un va lui dire non, ça ne tiendra pas, ce truc-là ne tient pas. Et je n'ai besoin de me référer qu'au plan lui-même pour ça. Alain, dans son petit Spinoza, qui est un livre que je vous invite à lire, hein. C'est une bonne présentation de Spinoza, déjà je dirais peut-être plus profitable à des personnes un peu déjà informées de la philosophie de Spinoza, mais vous l'êtes hein, déjà. Hein, bon. Donc je pense que vous pouvez lire le livre d'Alain, intitulé purement et simplement Spinoza, et des éditions de poche, tout ce qu'on veut, c'est très facile à trouver. Alain connaissait très très bien Spinoza, aimait beaucoup Spinoza. Il se trouve qu'il a écrit aussi à Platon, il a écrit beaucoup de choses, Alain, mais il a écrit des monographies, l'une à Platon, une à Descartes, une à Spinoza, une à Hegel par exemple. Eh bien il se trouve que Alain n'est pas spinoziste, ou du moins il est dans une très large mesure spinoziste, c'est-à-dire pénétré de la vérité de la philosophie de Spinoza, mais en même temps il choisit Descartes. C'est-à-dire qu'il est, finalement, il est cartésien. C'est-à-dire qu'il... c'est Descartes qui finit par assumer le choix spinoziste. Si vous voulez. Il choisit Spinoza, oui, mais il le choisit sur un mode cartésien. Alors je ne précise pas
Bon, disons qu'Alain est cartésien plus que spinoziste, ce qui n'empêche pas de rendre très fidèlement justice à Spinoza dans ce petit livre de lecture, je pense, assez facile et très stimulante. Alain avait déclaré avoir écrit ce petit Spinoza pour faire pièce à un livre d'introduction à Spinoza qu'il avait trouvé sec, aride, sans vie, purement scolaire, mais alors au pire sens qu'on puisse donner au mot scolaire, qui n'a quand même pas que des mauvais sens. Et il avait dit, voilà, moi le petit volume Spinoza apparu dans la collection de Laplane, franchement, bon, et d'ailleurs je l'ai ce petit volume, et en effet c'est pas terrible, je reconnais, c'est pas vivant. Voilà. On a l'impression de se trouver devant une dissection de Spinoza. Alain fait vivre Spinoza véritablement. À tel point d'ailleurs que quand vous fermez le livre, vous dites, mais comment est-ce qu'il n'est pas spinoziste? Ben non, il est cartésien. Alors voilà, Alain reproduit purement simplement l'exemple du temple de Salomon, et il écrit ceci dans l'introduction à ce petit Spinoza. Une idée n'attend pas, pour être vraie, que l'objet qu'elle représente existe dans le monde. Si un artisan conçoit une machine ingénieuse, dont toutes les parties soient disposées convenablement pour l'usage qu'il leur veut faire, sa pensée est vraie, quoiqu'une telle machine n'existe pas au moment où il la conçoit, quoiqu'elle n'ait jamais existé dans le passé, et quoiqu'elle ne doive peut-être jamais exister dans l'avenir. Or, si la vérité d'une idée dépendait pour nous de son rapport avec un objet réel, nous ne pourrions pas dire que l'idée de cet artisan est vraie. Donc, l'idée vraie ici est vraie, l'idée de cette machine ingénieuse est vraie en tant qu'elle répond aux exigences de l'esprit, à l'exigence supérieure de l'esprit, de cohérence interne. On va prendre un exemple. Vous savez comment, je suppose que vous savez comment fonctionne le roulement d'un train. La roue d'un train, elle a cette forme-là, l'axe est ici, et elle roule sur un rail en s'appuyant à l'intérieur de ce rail sur le débord de la roue. Donc la roue, elle est faite comme ça. Bon, maintenant, imaginons qu'un ingénieur arrive et dise, voilà, c'est pas mal votre truc, parce que dans les virages, par exemple, le train il est stabilisé dans le sens longitudinal par le débord de la roue qui empêche que ça fiche le camp. Parce que sur la route, vous avez des pneus qui ont une certaine adhérence, mais le pneu, lui, le fonctionnement, c'est ça, et par conséquent, on est toujours exposé à s'en aller par ici ou par là. Là, non. Alors un ingénieur pourrait venir et dire, voilà, moi je vais faire mieux, vous allez voir, je vais prendre mon rail, comme ça, voilà, et je vais faire, alors, j'ai besoin simplement que le rail soit conçu un petit peu différemment, et ça donne ça. Je fais rouler la partie intérieure de la roue là, et je fais rouler la partie extérieure là. Donc, je gagne, parce que bien sûr j'ai toujours le bénéfice de la stabilité latérale, mais alors en plus, j'ai que ma roue, qui est actionnée par le moteur, pour la motrice par exemple, eh bien, elle adhère 2 fois sur le rail, donc ça va être plus efficace. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ça ne peut pas marcher, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas faire parcourir la même distance linéaire avec le même nombre de tours de roue pour une grande roue et pour une petite. C'est pas possible. Géométriquement, c'est pas possible. Parce que si vous voulez que la grande roue et la petite roue, en tournant à la même vitesse, puisqu'elles sont solidaires par l'axe, en tournant à la même vitesse que la petite roue et la grande roue, eh bien, fassent avancer le train à la même vitesse, il faut qu'ici, comme il y a plus de distance, comme cette distance-là de la grande roue, la circonférence est plus grande que la circonférence de la petite roue, il faut que là, ça tourne, mais aussi que ça glisse. Voilà. Il faut que ça tourne, mais ça glisse. Et donc, votre truc, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est impossible. C'est impossible intrinsèquement, mais intrinsèquement au sens fort, qui n'est pas encore celui qui nous intéresse le plus, au sens spinoziste. Ça, c'est une machine pas ingénieuse du tout. Si vous voulez voir une machine ingénieuse de ce type-là, réalisée, vous allez par exemple au musée de la magie à Paris, c'est rue du Temple, derrière le métro Saint-Paul, là, c'est un joli petit musée, musée de la magie. Pour le prix du billet, vous avez un spectacle de magie qui est... Enfin, j'y suis allé plusieurs fois, c'était toujours excellent. C'est du close-up, c'est de la magie de proximité, c'est très 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 bien en général. Et simplement pour le prix du billet, vous ne voyez le spectacle qu'une fois.
Vous n'avez pas le droit d'y entrer 2 fois parce qu'ils n'ont pas envie que les gens viennent 4 fois pendant la visite, 10 fois pour voir comment quel est le truc. Bon, et dans le musée, vous avez une machine à rien faire. Il y a une machine à rien faire. Elle est fixée sur un mur, vous tournez une manivelle et vous voyez tout le mécanisme. Vous voyez tout le mécanisme. Le mec qui est en train de... c'est une machine à rien faire, ça fait rien, ça produit rien, ça produit pas d'énergie, ça ne va... vous tournez, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, pourquoi? Ça fonctionne parce qu'il y a dans cette machine rien qui soit de cette nature-là. Par exemple, dans cette machine, il n'y a pas 3 roues dentées qui seraient organisées de cette façon-là. Voilà. Parce que ça, vous pouvez toujours essayer. Si vous faites ça, par exemple, vous mettez 4 roues dentées, alors là, ça tourne comme ça. Par conséquent, là, ça tourne comme ça. Là, ça tourne comme ça. Mais en fait, vous allez voir, ça ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas mettre 4 roues dentées comme ça, les unes engrenées les unes dans les autres. Donc, c'est une machine qui ne peut pas fonctionner pour des raisons purement intrinsèques au sens fort. Alors, soit dit en passant, vous avez là la démonstration, si vous voulez, de l'ineptie du dicton. Ah oui, votre truc, en théorie, c'est peut-être bien, mais en pratique, ça ne marche pas. Si en théorie, c'est bien, mais qu'en pratique, ça ne marche pas, ça veut dire qu'en théorie, c'est pas bien. Voilà. Ça veut dire que votre théorie est fausse, c'est tout. Si vous croyez qu'un dispositif peut être en théorie efficace, fonctionnel, etc., mais qu'en pratique, ça ne marche pas, ça veut dire que la théorie a déconné quelque part. Et il va falloir revisiter sérieusement la théorie elle-même. Alors, qu'est-ce que veut dire intrinsèque pour Spinoza? Ça ne veut pas dire que la vérité de l'idée peut être établie ou au contraire réfutée. Pas à partir de propriétés qui seraient celles des propriétés de l'idée considérées isolément, séparément de quoi que ce soit d'autre. Ça veut dire que si vous voulez juger de la vérité d'une idée, vous devez le faire à partir de l'univers des idées, c'est-à-dire de la pensée, sans référence à quoi que ce soit d'autre que des idées. Voilà. Intrinsèque, ça veut dire interne, intérieur au monde, au seul monde des idées. Et donc, voici ce que dit Spinoza. Cette fois-ci, nous sommes dans le traité de la réforme de l'entendement, paragraphe 71. Traité de la réforme de l'entendement, paragraphe 71. La forme de la pensée vraie doit être située dans cette même pensée, dans cette pensée elle-même, sans relation avec d'autres. Alors là, la traduction que j'avais trouvée, c'était avec d'autres. Mais en fait, ça veut dire avec d'autres choses que des pensées. La forme de la pensée vraie doit être située dans cette même pensée, sans relation avec d'autres choses que des pensées. Et elle ne reconnaît pas un objet comme cause. Cette pensée vraie ne reconnaît pas un objet comme cause. Ce n'est pas l'objet qui vient causer l'idée en moi. Cette pensée vraie ne reconnaît pas un objet comme cause. Ce qui constitue la forme de la pensée vraie, il faut le chercher dans cette pensée elle-même et le déduire de la nature de l'entendement. Je vais répéter ça. La forme donc, traité de la réforme de l'entendement, paragraphe 71. Je répète, le traité de la réforme de l'entendement, écrit de jeunesse de Spinoza, l'un des premiers écrits de Spinoza, inachevé, dans lequel Spinoza ébauche, on va dire, son projet philosophique général, et plus spécialement, dans le traité de la réforme de l'entendement, la théorie de la connaissance qui supporte ce projet éthique. Et au paragraphe 71, donc, il écrit ceci: la forme de la pensée vraie doit être située dans cette même pensée, sans relation avec autre chose, avec d'autres choses que des pensées. Et elle ne reconnaît, la forme de la pensée vraie, elle ne reconnaît pas un objet comme cause. Ce n'est pas l'objet de l'idée qui est la cause de la vérité de la pensée. Elle ne reconnaît pas un objet comme cause, ce qui constitue la forme de la pensée vraie. Il faut le chercher dans cette pensée elle-même et le déduire de la nature de l'entendement. Alors, le déduire de la nature de l'entendement, ça je ne peux pas l'expliquer tout de suite, ça s'éclaircira un peu plus loin. Pas tout à fait aujourd'hui, mais sans doute, oui, je peux même vous le promettre, la prochaine fois. Ainsi, on peut dire, et là je cite à nouveau Spinoza, l'éthique, deuxième partie, proposition 35, là on peut dire que, je cite, ouvrez les guillemets, la fausseté consiste en une privation de connaissance
qu'impliquent les idées inadéquates, c'est-à-dire mutilées et confuses. La fausseté consiste en une privation de connaissances qu'impliquent les idées inadéquates, c'est-à-dire mutilées et confuses. C'est ça, la définition du faux. Attention, ce n'est pas le fait que je n'ai pas certaines idées qui cause la fausseté de mon idée. Le rien ne peut rien causer. Non, simplement, c'est la définition de l'idée fausse. C'est une privation de connaissances qu'impliquent les idées inadéquates, c'est-à-dire mutilées et confuses. Pardon. Alors, ça veut dire, si le faux n'est que le fait, pour notre esprit, de manquer de certaines idées, si le faux se définit comme le défaut au sens de faire défaut, le déficit de certaines idées, l'absence de certaines idées, ça veut dire que le faux n'est rien. Le faux n'est rien de, pour parler le langage philosophique, le faux n'est rien de positif. Alors, n'entendez pas par positif bon ou bénéfique, non. Entendez par positif réel. Le faux n'est rien de réel. Le faux, il n'y a rien dans l'esprit, il n'existe rien dans l'esprit qui soit du faux. Il n'y a même pas d'idées fausses dans l'esprit. Il n'y a pas dans l'esprit des idées qu'on pourrait qualifier de fausses, et dont on pourrait dire, tiens, celle-là, voilà, attention, idée fausse, on va l'enlever, et comme ça, il y aura moins d'idées fausses dans l'esprit, et si on enlevait toutes les idées fausses, il n'y aurait plus que des idées vraies. Nous connaissons certains esprits dans lesquels ça ferait un sacré vide, d'enlever toutes les idées fausses pour qu'il n'y ait plus que du vrai. Mais en vérité, non. Il n'y a pas d'idées fausses dans l'esprit, il y a des idées qui sont plus ou moins complètes, plus ou moins complètes, plus ou moins incomplètes, c'est-à-dire mutilées. Les idées mutilées, ce sont des idées qui sont séparées du contexte d'idées qui rendrait raison de ces idées, qui comprendrait pourquoi ces idées sont dans notre esprit, de même que nous comprenons pourquoi. Nous avons dans notre esprit la perception d'un soleil tout près, quand le soleil est vu près de l'horizon à travers la brume. Et là, nous pouvons chasser l'idée fausse, mais pas parce qu'il y aurait une idée fausse qui serait partie, mais parce que cette idée a d'une certaine façon fondu comme neige au soleil du conatus des idées vraies, et par exemple de l'idée de la distance réelle du soleil, de l'idée de la manière dont s'est formée en nous la perception du soleil. Traité de la réforme de l'entendement, paragraphe 110. Donc je reviens au traité de la réforme de l'entendement, paragraphe 110. La raison de la fausseté d'une idée n'est en elle rien de positif. Rien de positif, c'est-à-dire rien de réel. La raison de la fausseté d'une idée n'est en elle rien de positif. Il n'y a rien dans une idée qui soit, si vous voulez, responsable de sa fausseté, si on considère cette idée en tant que telle. Je vérifie mes citations. Non, excusez-moi, là, ce que j'ai cité là, la raison de la fausseté d'une idée n'est en elle rien de positif, c'est la 33e proposition de la deuxième partie. 33e proposition de la deuxième partie. Traité de la réforme de l'entendement, paragraphe 110, c'est la référence que j'avais donnée d'abord, mais elle ne convient que pour cette citation que je vais lire. Les idées fausses et fictives, nos inventions, si vous voulez, nos fantaisies, les idées fausses et fictives n'ont rien de positif par quoi elles sont dites être fausses ou fictives. Mais c'est à partir du seul défaut de connaissance qu'elles sont considérées comme étant telles. Les idées fausses et fictives n'ont rien de positif, rien de réel. Par quoi elles sont dites être fausses ou fictives, mais c'est à partir du seul défaut de connaissance qu'elles sont considérées comme étant telles. Et je répète, la raison de la fausseté d'une idée n'est en elle rien de positif. Et donc, le faux n'est pas cet élément, cette substance polluante qui vient dans notre esprit, je dirais, cohabiter avec des idées vraies pour finalement salir notre esprit et l'éloigner de la vérité. Non, il n'y a rien qui soit dans l'esprit des idées dont la nature soit d'être fausse. Il y a dans l'esprit des idées
qui sont ce dont notre esprit est constitué. Toute la question est de savoir, non pas quelle est la proportion d'idées vraies et la proportion d'idées fausses, la question de savoir quelle est la proportion d'idées en nous qui sont formées sur le mode de l'imagination, à la manière de ma perception du soleil à 200 pas, par rapport à la proportion, comparée à la proportion des idées qui sont formées en nous selon une logique qui est celle de ce que Spinoza appelle la raison, et qui correspond à ce qu'il appelle des idées adéquates, adéquates en ceci qu'elles sont complètes, qu'elles sont reliées à d'autres idées, d'une manière qui soit intelligible, et non pas reliées à d'autres idées par leur simple proximité dans l'esprit. Parce qu'il peut y avoir tout un tas de choses dans l'esprit, mais des choses qui n'ont aucune relation entre elles, qui soient de nature rationnelle, pour cette raison que leur proximité dans l'esprit sera par exemple l'effet de la proximité des expériences successives qu'a faites mon corps dans des environnements différents. Dans la mesure où mon corps se promène, dans la mesure où mon corps est promené dans le monde réel sur des distances, dans des espaces, selon certaines trajectoires, pendant un certain temps, vont se former dans l'esprit des idées qui seront simplement l'équivalent des affections successives qui se sont produites dans le corps à l'occasion des rencontres diverses et variées, rencontres fortuites, non pas au sens où ces idées se seraient formées par hasard, non, elles se sont formées en vertu d'une nécessité profonde, qui est la nécessité physique, causale, de l'enchaînement des affections de mon corps en fonction de l'enchaînement des expériences que j'ai faites. C'est pour ça d'ailleurs, vous le savez bien, enfin, ça ne fait qu'exprimer une vérité finalement que nous connaissons bien, la multiplication des expériences, la multiplication, avoir roulé sa bosse, si vous voulez, ça ne garantit aucune espèce de vérité quant à la compréhension du monde dans lequel on s'est déplacé, dans lequel on a effectué différentes trajectoires. Multiplier les voyages, par exemple, prendre l'avion, le bateau, le train pour aller ici, pour aller là, ça peut être enrichissant d'une certaine façon, mais ça ne garantit aucune espèce de connaissance. Parce que, à moins que les déplacements du corps n'aient été, je dirais, pensés, réfléchis, programmés, on a envie de dire, dans un objectif de connaissance. Alors là, en effet, il y a des moyens de, je dirais, déplacer son corps dans l'environnement du monde, de manière à ce que se forment dans ce corps des affections qui aient plus de chances de se traduire dans l'esprit par des idées enchaînées rationnellement. Si le programme, je dirais, des voyages du corps a été lui-même, disons, établi de façon rationnelle. Et donc, tout ça, ça veut dire que le faux doit être saisi pour ce qu'il est, et il n'est que cela, une incomplétude, ce que Spinoza appelle mutilation. Les idées sont fausses, non pas en ce qu'elles porteraient en elles des caractéristiques de fausseté, des propriétés de fausseté, les idées sont fausses en tant qu'elles ne sont pas rattachées les unes aux autres, selon, comme il l'a dit, selon la nature de l'entendement. La nature de l'entendement, c'est de comprendre. Et c'est ça que veut dire comprendre. La référence à l'entendement ici, comme faculté de compréhension, est significative de ce fait que comprendre, c'est au sens banal du terme, au sens de voir le vrai et pas se laisser berner par le faux, ça doit être pris au sens étymologique. Comprendre, ça vient du latin cum prehendere. Prehendere, c'est prendre. Vous reconnaissez la racine de préhension, par exemple. Eh bien, cum prehendere, prendre ensemble. Comprendre, c'est prendre ensemble. Et c'est ça que signifie dans la pensée spinoziste l'idée même d'adéquation. Ça a des conséquences, ça a véritablement des conséquences pratiques tout à fait considérables
notamment sur le plan pédagogique. On peut, certainement, c'est possible, par exemple, d'une certaine manière, d'extraire des idées fausses d'un esprit. C'est possible d'aller sortir d'un esprit certaines idées fausses en s'y prenant à la manière dont on s'y prend pour arracher une dent. Et nous avons des daviers à idées fausses. De même que le dentiste arrache la dent avec un davier, vous devez plus ou moins connaître ça d'expérience, un peu tout le monde quand même, bon, eh bien, il y a des dispositifs à arracher des idées fausses. Si par exemple, vous insistez longuement, lourdement, de façon répétitive, sur les conséquences dont une certaine idée est porteuse. Si par exemple vous dites, voilà, vous voulez éradiquer, comme on dit, hein, éradiquer, ça veut dire arracher à la racine, ce qu'on fait pour une dent. Hein. Une dent, il faut arracher la racine, parce que si on casse la dent ras au-dessus de la racine, c'est pas du travail de dentiste. Alors, on veut éradiquer des préjugés. Par exemple, vous prenez par exemple les représentations, les préjugés, les stéréotypes antisémites. Vous pouvez les éradiquer. Il y a une manière de les éradiquer, ces préjugés. Il y a une manière de le faire. Par exemple, vous dites, regardez où l'antisémitisme conduit. Et vous enseignez, bon, il faut le faire bien sûr, il faut certainement le faire. Vous enseignez la Shoah, par exemple. Vous enseignez les pogroms, vous remontez aux croisades, les massacres de juifs auxquels ont donné lieu les croisades. Vous évoquez les pogroms dans la Russie du XIXe siècle. Vous arrivez au nazisme et vous poursuivez, vous continuez par des conséquences encore aujourd'hui très, très visibles de l'antisémitisme. Vous allez peut-être, en effet, faire naître chez suffisamment d'esprits, par exemple des élèves d'un système scolaire, un refus de l'antisémitisme, mais vous n'aurez pas cultivé, je dirais, dans l'esprit de ces élèves, les conditions d'un véritable accès à la vérité. Parce qu'un élève un peu rusé, un petit peu exigeant, et peut-être un tout petit peu, on va dire, méfiant ou malveillant à l'endroit de l'autorité, dirait, mais au fond, vous me dites que l'antisémitisme, ça conduit à Auschwitz. Je suis d'accord, Auschwitz, c'est une horrible chose. Mais est-ce que ça prouve que l'antisémitisme est faux? Est-ce que ça prouve que les préjugés antisémites sont faux? Et il y a dans l'enquête sur l'entendement humain de Hume, un court passage, qui m'est arrivé de citer ici d'ailleurs, lorsque nous travaillions il y a longtemps sur l'idée de vérité, dans lequel Hume dit il n'y a pas de pire manière de combattre une idée qu'en évoquant ses conséquences désastreuses, scandaleuses, épouvantables. Si vous voulez, on pourrait dire ça, c'est pas des manières. C'est pas des manières intelligentes, intellectuelles, de détruire une idée en tant que cette idée est jugée fausse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire devant l'antisémitisme? Non pas essayer de le déraciner à l'aide de méthodes de propagande, on va dire, ne soyons pas trop méchants, mais de conditionnement. Je parle de préjugés antisémites, je pourrais parler des préjugés sexistes, par exemple. On pourrait dire le sexisme, c'est épouvantable. L'idée d'inégalité entre les hommes et les femmes, ça conduit à des inégalités, par exemple, de salaire. Ça conduit à des discriminations dans l'attribution des rôles de pouvoir. Ça conduit aux violences sexuelles et sexistes. Ça conduit à toute autre chose catastrophique que nous voyons. Tous les méfaits de ce qu'on appelle le patriarcat. Et donc, il ne faut pas être pénétré de ces préjugés. Encore une fois, ça ne prouvera pas, par exemple, que les préjugés relatifs aux inégalités de capacité des hommes et des femmes sont faux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut en effet diffuser un certain nombre de vérités, instruire de certaines vérités, contre le racisme par exemple, instruire de cette vérité, quand même assez fondamentale que constitue l'unité biologique de l'espèce humaine. L'unité biologique de l'espèce humaine. Même s'il n'y a pas deux humains qui ont exactement le même génome, il reste que cette unité génétique, biologique, est extrêmement profonde et extrêmement robuste. Et puis ensuite, surtout, produire chez les élèves la connaissance des conditions de production des idées racistes, des idées, par exemple, d'inégalité entre les races.
Ces idées, elles viennent de quelque part. Elles se sont produites en nous selon certains mécanismes historiques qui sont exactement aussi naturels, qui obéissent à une nécessité aussi contraignante que les mécanismes par lesquels se produit en nous une perception, la perception du soleil, par exemple, la perception du soleil. Eh bien, de la même façon, par exemple, que je dois apprendre à des élèves pourquoi au coucher du soleil, il est intéressant d'apprendre à des élèves pourquoi au coucher du soleil, d'une part, le soleil peut présenter une certaine couleur, plutôt rouge, mais aussi pourquoi, et là il faut que je rectifie un peu mon schéma, au coucher du soleil, non seulement le soleil présente une couleur souvent orange, rose, rouge, mais pourquoi aussi il est déformé, et de cette façon-là plutôt. Vous voyez, il est aplati à la base. Vous l'avez peut-être remarqué que le soleil est aplati à la base. Eh bien ça s'explique par un phénomène. L'aplatissement à la base s'explique par un phénomène optique qui s'appelle la diffraction de la lumière. La lumière n'est pas diffractée dans l'atmosphère de la même façon selon qu'elle a une épaisseur plus ou moins grande d'atmosphère à traverser. Ce qui est le cas parce que quand le soleil est près de l'horizon, eh bien la base du soleil traverse, la lumière venue de la base du soleil traverse plus d'atmosphère que la lumière qui vient d'en haut. Et s'il est rouge, ça c'est plus la diffraction, ça c'est la modification de la longueur d'onde de la lumière quand elle est appelée à traverser des milieux ayant une certaine consistance. Donc, de même qu'en comprenant ces mécanismes-là, je peux comprendre pourquoi je vois le soleil rouge et déformé, aplati à la base. De la même façon, si je connais quand même, outre la biologie qui m'apprend l'unité de l'espèce humaine, si je connais l'histoire de la colonisation et de la décolonisation, je peux comprendre comment se sont imposés des préjugés, des stéréotypes racistes. Et c'est certainement beaucoup plus efficace que, je dirais, que de faire la morale sur le mode. Attention, si vous êtes raciste, ça vous conduira à ceci. Si vous êtes antisémite, ça vous conduira à Auschwitz et compagnie. Donc je pense que tout ça a des conséquences, je dirais, assez considérables. Alors, bon, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui parce que, ne serait-ce parce que je veux maintenir une certaine homogénéité, d'abord il ne me reste plus de temps, et ensuite parce que je veux maintenir une certaine homogénéité avec ce que je fais avec des étudiants de l'UTL l'après-midi, mais de toute façon là je suis obligé de m'arrêter. J'espère que tout ça est... Bon, j'avance doucement, j'espère pas trop doucement, j'espère pas trop vite, parce que peut-être vous pourriez dire, oh là là, quand même, de temps en temps, surtout pour prendre des notes, ça m'a été dit, hein. Donc n'hésitez pas à le dire, et surtout n'hésitez pas à revenir à l'assaut avec des questions, soit en début de séance prochaine, soit vous m'envoyez des courriers, et puis ces questions, non seulement je peux y répondre par écrit, par mail moi-même, mais on peut aussi les poser ici. Et n'hésitez pas, au début de la prochaine séance, à dire « Oh là là, il y a quelque chose là sur ces histoires d'adéquation, d'inadéquation ». Là, maintenant, nous allons bientôt, pas tout à fait tout de suite, parce que j'ai encore un petit chapitre, une petite section à traiter. Je pourrai bientôt revenir à ce qui fait l'objet du chapitre 2, les désirs. Qu'est-ce que ça signifie, ces histoires de passion et d'action droite. Alors, j'avais intercalé ici une section 2.5 dans laquelle je voulais simplement présenter quelques définitions de l'adéquation. Des définitions qui sont dues à des commentateurs de Spinoza, différentes manières de présenter le concept d'adéquation, selon des formulations un peu différentes, mais qui évidemment disent toutes la même chose. Je vais mettre ça sur le blog, et si vous avez des questions, vous pourrez soit me les poser directement, soit les poser la prochaine fois. Et alors, il y a des citations venues de 3 ou 4 très bons commentateurs de Spinoza qui définissent les idées d'adéquation et d'inadéquation de façon précise et, je pense, assez utile. Voilà, je vous remercie et je vous dis